Audrey, justement, je t'invite à ouvrir le bal, si on peut dire comme ça. Pas de souci. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc, je vais vous présenter très rapidement Actif avant de redonner la parole à Mickaël. Donc, en fait, Actif, c'est un club d'entreprise qui a été créé il y a maintenant un peu plus de 30 ans et qui regroupe aujourd'hui 165 entreprises, tout secteur d'activité et de toute taille, donc de l'entreprise unipersonnelle au groupe international. Et donc, nous sommes basés sur le territoire du Forêt Sud. Et donc, l'objectif du club, c'est de permettre à nos adhérents, bien sûr, de se rencontrer, mais surtout d'échanger, partager leurs expériences, mutualiser des compétences. Et donc, pour cela, nous mettons en place très régulièrement des webinaires, comme c'est le cas depuis quelques mois maintenant, mais normalement plus des réunions d'information, des ateliers, des conférences, des tables rondes. Voilà, donc pas mal d'événements pour permettre cet échange. Mickaël, du coup, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Audrey. Donc, enchanté, bonjour à toutes et tous. Donc, Mickaël No. Pour ma part, je suis délégué territorial pour le réseau d'entreprises numériques Digital League. On est un cluster de l'industrie numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Effectivement, ce confinement et tous les conséquences que ça a pu avoir a complètement chamboulé notre manière d'interagir, de travailler, de créer des événements, comme pouvait le dire Audrey. Et on a passé effectivement, au même titre qu'Actif, beaucoup de notre activité aujourd'hui en ligne sous un format webinaire. Le but du jeu étant toujours de pouvoir répondre aux questions, problématiques de nos adhérents, mais pas que, sur des thèmes liés à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, à l'éthique digitale, etc., etc. Et on est ravis justement aujourd'hui de pouvoir co-créer avec Actif cette première session qui, j'espère, sera une première session d'une longue série. Aujourd'hui, et comme on a tous subi depuis la mi-mars justement cette crise du Covid, ce confinement, cette marche un peu forcée des moments peut-être vers le télétravail, vers tout ça qui a un petit peu déstabilisé notre quotidien, qui a changé justement les règles aussi du jeu, les règles pour interagir avec les autres, pour communiquer, pour échanger, etc., pour se transférer des données, pour ainsi de suite. Et de ce fait, justement, on a pu remarquer, quand je dis on, c'est surtout Nicolas Barre, notre expert qui est juste en dessous de la société Stratégie, qui a surtout remarqué beaucoup de pratiques, on va dire ça comme ça, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, beaucoup de phénomènes aussi liés à cette crise et à ce confinement. Vous avez certainement dû entendre les termes de Zoom bombing durant ces dernières semaines. On y reviendra en détail, mais voilà, le but de l'opération ce matin était de pouvoir justement vous apporter du contenu, des bonnes pratiques, une vue aussi de ce qui a pu se passer chez les autres, et justement, ça n'arrive pas qu'aux autres, et tous les moyens justement de pouvoir vous prémunir de tout ça. Je laisse maintenant justement la parole à Nicolas Bas pour la suite de cette intervention. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire. Je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus simple possible pour que vous puissiez bien appréhender la chose. Moi, je m'appelle Nicolas Barre, je suis le fondateur de la société Stratégie. On est basé à Saint-Étienne, rue de la République très exactement. On est depuis le mois de mai, on est 4 personnes et on accompagne petites et moyennes organisations, donc entreprises, collectivités, associations, dans la transformation numérique. Et dans tout ce qui est transformation numérique, on parle souvent de cybersécurité, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc on essaye vraiment de les accompagner de bout en bout pour leur donner toutes les clés de réussite et pour que l'informatique soit vraiment un levier et pas un frein à leur activité. Donc ça, pour nous, c'est hyper important. Et en plus, on est indépendant, donc on ne vend ni solution ni matériel. Et donc voilà. Et Stratégie est membre de la Digital League et présent aussi au comité territorial, donc assez investi dans le cluster. Voilà. Donc ce qui m'amène à participer, à animer ce petit webinaire.
Donc, n'hésitez pas, donc, comme l'a dit Mickaël, à poser les questions-réponses dans le petit QR là, que vous avez en bas. Je vais vous demander aussi, pour avoir un peu d'interactivité, souvent je vais vous poser des questions, donc n'hésitez pas aussi à utiliser l'onglet Converser, que je regarderai aussi. Voilà, parce que je vais vous poser des questions. J'aime bien animer de cette manière-là, parce que pour avoir le retour. Donc voilà, et puis on y va. Bienvenue à tous. J'en ai vu qui sont arrivés. Juste Monsieur Fouillant qui vient d'arriver, je crois. Tout à fait. Juste un dernier petit point, Nicolas, avant de démarrer. Merci pour le rappel justement de l'onglet questions-réponses pour vos questions et nos réponses. L'onglet conversé pour les différentes questions posées par l'intervenant. Également, vu que ce matin, nous sommes un petit groupe, on pourra également vous proposer, si vous le souhaitez, qu'on débloque et votre micro et votre caméra si vous souhaitez poser directement la question à l'intervenant, histoire que ce soit un petit peu plus vivant, tant qu'on est contraint justement de rester un peu chacun de notre côté avant de pouvoir se revoir en présentiel. Et je te laisse. Ok, merci. Donc, je vais vous partager mon écran et on va commencer tout de suite par… je retrouve mon écran. Hop, voilà. C'est bon, vous voyez, Mickaël, c'est bon? C'est parfait. Ok. Donc, la parole est à vous. Je vous laisse mettre dans l'onglet conversation à quoi ça vous fait penser la cybersécurité. Vous, quand on vous parle de cybersécurité, à quoi ça vous fait penser? Dites-moi un mot, une expression, une phrase, enfin voilà, un truc assez rapide. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation pour que je puisse avoir un peu un retour. Première réponse. Ouais, piratage. Donc, piratage, sécurité sur Internet, danger. Les autres. Hameçonnage. Ah, il y a peur de l'autre côté. Sur le question-réponse. N'hésitez pas à tous répondre, à tous me mettre des choses. Donc, surtout ce que je vois, c'est que ça vous fait surtout penser à ce qui a été dit, à la peur, à des choses, à des menaces. Gestion du risque pour Ludovic. Okay. Tout à fait. Donc ça, on verra bien que le risque n'est pas à 100%. On va pas pour pouvoir tous se protéger. Ce qu'on va parler là aujourd'hui, on va parler un petit peu d'actualité. Je vais essayer de reprendre un peu l'actualité en cette période de Covid parce qu'elle a été assez importante. Et puis derrière, j'ai voulu axer sur le télétravail parce que c'était quelque chose qui était plutôt assez important en ce moment. Mais en fait, je vous montrerai que ces règles de télétravail sont en fait les règles qu'on doit appliquer tous les jours. C'est pas parce qu'on est en télétravail que les règles doivent être changées voilà, mais elles doivent être toujours les mêmes. Je l'expliquerai par rapport au cas de mes clients. La plupart de mes clients qu'on accompagne depuis maintenant 2 ou 3 ans, ils étaient prêts pour le télétravail et donc ça n'a pas changé leur quotidien. Par contre, d'autres qu'on vient d'arriver, enfin on vient d'arriver avec eux, c'était un peu plus compliqué. Voilà. Donc on va regarder côté entreprise et on va regarder télétravailleurs. L'actualité cyber, il faut savoir qu'au début de la crise du Covid, surtout en Europe, parce que la crise remonte un petit peu avant pour l'Asie. Le 11 mars 2020, les hackers promettent de ne pas s'attaquer aux hôpitaux durant l'épidémie de coronavirus. Donc voilà, quelque chose de plutôt bien. En plus, c'était les groupes de hackers les plus actifs qui ont qui tentaient des opérations donc, de ransomware, de cryptolocker, enfin de virus qui bloquent vos données et qui les cryptent. Donc ça, ils ont promis ça le 11 mars 2020. Et ce qui est arrivé, le 23 mars, donc 12 jours après, l'hôpital de Paris, un des plus gros hôpitaux de France, il me semble, la PHP a été touchée par un piratage. Donc une attaque de déni de service, hein, c'est une attaque où en fait on envoie un maximum de données sur le réseau Internet de l'hôpital
dans ce cas-là, pour saturer la connexion Internet et donc empêcher de bosser parce que les appareils vont pouvoir accepter jusqu'à une certaine quantité de données. Et au bout d'un moment, eh ben, ils crashent et ça ne fonctionne plus. Donc là, eux, ils ont eu des blocages au niveau de la messagerie, de l'accès externe et des applications métiers, voilà, se sont fait sentir. Donc, ils ont eu du mal un petit peu à bosser pendant plusieurs heures, il me semble. L'autre cas qui est arrivé, bah, c'est Zoom. Zoom, pendant fin mars, de nombreuses failles ont été découvertes. Donc Zoom, c'est l'outil qui est utilisé actuellement. Il y a eu une faille sur les utilisateurs sur iOS, donc iPhone, iPad. Ça envoyait des informations à Facebook. L'apparition du phénomène de Zoom bombing, donc c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Michael, c'est des réunions virtuelles où tout d'un coup quelqu'un apparaît qu'on ne connaissait pas. Il y a eu aussi 530 000 identifiants d'utilisateurs de l'application qui seraient en vente sur le dark web. Il y a des failles sous Windows qui permettaient les identifiants. Il y a eu des failles sous Mac ouvrant une brèche permettant de déposer un malware. Donc, tout ça a été découvert à ce moment-là. Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis après. En fait, il faut savoir que Zoom a été ultra exposé pendant cette crise parce que on a quasiment eu enfin, je ne vais pas dire des milliards, mais presque ça, des milliards de personnes qui se sont retrouvées en télétravail, qui se sont retrouvées chez eux et qui ont eu besoin d'un outil de visioconférence. Zoom étant quand même assez simple d'utilisation, assez accessible en termes même de coût, en termes de déploiement, c'était très simple, il est compatible avec toute plateforme. Donc, les gens s'y sont jetés dessus. Je crois il me semble, en 10 jours dans les chiffres, ils sont passés de 20 millions d'utilisateurs actifs à 200 millions d'utilisateurs actifs. Donc, il est devenu une cible privilégiée pour les hackers. Donc, ils y sont allés et ils ont trouvé tout ce qu'ils ont pu trouver. Zoom a réagi assez rapidement et a donc mis en place des mises à jour voilà, qu'il fallait faire assez rapidement. Il y a des choses qu'ils ont enlevées, qu'ils ont rajoutées après. Ils ont embauché même une grosse ponte de la cybersécurité pour piloter tout ça. Et en fait, Zoom a arrêté aussi a dû arrêter pendant 6 mois toutes les mises à jour de fonctionnalités. Ils sont orientés que sur les mises à jour de sécurité. Ça, c'est hyper important parce que ça ne veut pas dire que Zoom n'est pas sécurisé, ça veut dire que Zoom a été exposé. Et donc, quand on est exposé, on est plus facilement attaquable. Un hacker va se concentrer sur ce qui est le plus important, enfin, là où il y a le plus de volume à attaquer. Donc là, allez, c'est bon, Zoom, on y va. On y va. Mais c'est pareil. Pourquoi un hacker va se concentrer, je vais plutôt poser une question dans l'autre sens, c'est est-ce que il y a on va dire, la légende comme quoi Mac serait mieux sécurisé que Windows. Peut-être, je peux pas le dire. Mais en tout cas, je sais que Mac est beaucoup moins attaqué, Apple est beaucoup moins attaqué que Windows. Parce que le parc mondial, c'est 90% de Windows, de Microsoft, et 10% de Mac. Et bien sûr Linux, hein, parce que les pros Linux vont venir me dire Linux est les mieux sécurisés. Je ne peux pas vous dire. Je n'en sais rien. C'est les moins attaqués en tout cas. Donc il y a moins de chances que ça soit piraté parce que c'est moins attaqué. Donc c'était pareil pour Zoom. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, pour Zoom, il faut mettre à jour son poste de travail, son smartphone dès que possible pour corriger les failles de sécurité, mais utiliser des alternatives parce qu'il en existe. Donc, et en plus, il en existe des françaises qui se sont découvertes un petit peu pendant cette crise du Covid. Je ne sais pas si Jean-Michel Miss est toujours là, mais je sais qu'on avait échangé. Enfin, il avait diffusé des choses là-dessus, sur du cloud souverain, des choses un peu plus où la France était plus
Teams, Google Hangouts, Zoom, Jitsi, et j'en oublie hein, parce qu'il y en avait, il y en avait plein d'autres. Donc voilà, donc il y a d'autres alternatives. Il faut faire attention à ce que vous voulez mettre. Il y en a House Party, hein, donc une application de visioconférence avec des jeux dessus. Vous pouvez faire des jeux, des choses comme ça. Alors là, en termes de risque et de perte de données, c'était assez flagrant. Donc voilà. Je sais. Vous recevez ce mail, bah, que faites-vous? Je vous laisse le lire. Il y en a peut-être déjà qui l'ont lu. N'hésitez pas à me mettre dans la zone de conversation ce que vous faites, si vous recevez ce mail. C'est un mail que mes clients ont vraiment reçu et continuent de recevoir. Alors, juste à titre indicatif, si c'est écrit un petit peu petit, n'hésitez pas à utiliser Ouais. les options d'affichage, rapport de zoom et augmenter un petit peu si vous le souhaitez pour que vous ne Je manquiez plus d'informations. me rends pas compte comment c'est. Donc, ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites de ce mail? Dites-le moi dans la partie conversation. Un joli petit mail vous annonçant que vous avez été piraté et que vous avez une vie secrète. Donc, je regarde l'expéditeur et je ne clique surtout pas sur les liens pour Nicolas. Je signale en spam et je supprime. Je supprime. OK. Donc, oui, supprimer, oui, je le signale en spam. Très bien, ouais, c'est bien. Il n'y a personne qui va payer la rançon pour éviter que vos petits secrets soient divulgués. Donc, c'est déjà bien. Donc, oui, supprimer, le signaler en spam, c'est très bien. Le supprimer, c'est mieux. Vider la corbeille, c'est encore mieux. Alors là, c'est ce qu'on appelle du chantage à la webcam, de la sextorsion. Alors là, c'est monté en flèche pendant le Covid. Ça existait déjà, mais là, c'est monté vraiment, vraiment en flèche. Et c'est assez vicieux, c'est sûr. Ça peut vite faire assez peur. Mais il faut savoir que si ça continue, ça veut dire qu'il y en a qui payent. Voilà, c'est assez important. Les hackers ne vont pas s'embêter à faire des choses si ça ne gagne pas. Donc, s'ils le font, c'est que ça continue à marcher, c'est qu'il y a des gens qui payent, qui vont payer en Bitcoin. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est hyper intéressant. Donc les manipulations à réaliser immédiatement, c'est ce que je disais, c'était ne donner aucune suite à la demande et surtout pas payer la rançon, supprimer le message et vider la corbeille. Il faut signaler aussi les faits sur les sites internet type internet-signalement.gouv.fr. Ça vous permet au moins de dire voilà, j'ai reçu ce type de mail et derrière le gouvernement, la police, les personnes qui sont derrière, je ne sais plus si c'est la police ou c'est cybermalveillance, vont le remonter et vérifier si vos adresses mail n'ont pas été piratées en utilisant donc deux sites. Le premier qui s'appelle haveibeenpwned.com. Ce site-là permet de vérifier si votre adresse mail est présente dans des bases de données de sites internet qui ont déjà été piratés. Donc voilà. Et le cyberpompier, c'est un c'est issu de Serenicity. Serenicity est une entreprise stéphanoise dont le siège social est boulevard Thiers, qui développe des choses autour de la cybersécurité, fait des recherches, des choses comme ça. Et grâce à ces recherches-là, ont une base de données d'adresses mail qui sont référencées dans le dark web. Le dark web, c'est le côté obscur du web qui vous permet de voir si elles sont référencées. Ça veut dire que là, vous avez été piraté, que vous êtes dans des bases. Donc, il faut peut-être faire des choses. Voilà, vous pouvez modifier vos mots de passe déjà, vous désinscrire de certains sites, voilà, des choses comme ça. Mais là, c'est des bons moyens de vérification. Et voilà. En plus, Cyberpompier est plutôt assez ludique et assez sympa à faire.
Donc, n'hésitez pas à tester vos adresses mail et toutes vos adresses mail pro, perso. Voilà. Il faut le faire de temps en temps parce que c'est pas tout le temps que, enfin, c'est du jour au lendemain, ça peut changer suivant une alerte sécurité qui a pu avoir. Par acquis de conscience, bon là c'est ce que je dis, c'est changer vos mots de passe, mettre à jour l'ensemble de vos logiciels, appliquer au quotidien les règles de base d'hygiène informatique, mais ça on y reviendra. Placer un cache sur votre webcam afin d'éviter tout enregistrement à votre insu. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il est hyper facile de pirater une webcam, de pirater une caméra. Une personne un peu aguerrie qui connaît un petit peu tout ça, on va dire en 15 minutes, elle peut pirater une webcam. C'est tout bien documenté sur le web. Donc voilà. Et par contre, si malheureusement vous avez cédé à la panique et vous aviez eu peur que ces images soient divulguées sur Internet, c'est que vous avez payé la rançon, vous contactez votre banque dans les plus brefs délais pour faire annuler la transaction et vous déposez plainte. Voilà, vous avez un certain temps pour faire annuler la transaction, donc n'hésitez pas. Et puis derrière, allez faire votre dépôt de plainte en ayant gardé toutes les preuves, le mail, les virements, là où sur tous les sites où vous avez été. Voilà. Donc là, c'est le chantage lié à la webcam et je crois que certains de mes clients, ils en ont encore reçu lundi ou mardi. Donc voilà, ça arrive encore. Donc moi, je suis au courant parce qu'ils me les font suivre, ces messages-là, pour me dire, voilà, il y a encore un message qui est arrivé, mais les campagnes continuent. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'était une source de la gendarmerie du 11 avril 2020. Une secrétaire d'une PME reçoit un courriel semblant provenir du service client d'un transporteur ayant pour sujet suivez vos expéditions XXX Express pendant l'éclosion du Covid. Le message indique qu'un colis a été retourné à l'expéditeur et que la somme de 50 € doit être réglée au plus vite via un lien ne correspondait pas au nom du domaine. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que vous faites pas? On signale et on supprime. On est un peu dans le même cas que tout à l'heure. On est un peu dans le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire on est dans une attaque de phishing, encore plus d'hameçonnage. Et cette attaque va essayer de faire connaître, enfin, de faire cliquer sur le mail et de faire payer la personne. Donc là, on est vraiment dans une arnaque. Donc, il faut vraiment faire preuve d'une vigilance accrue et sur votre mail, comme vous venez de le voir avec cet exemple-là, et sur la réception et sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pareil, il y a des tentatives d'hameçonnage sur les réseaux sociaux. On verra un exemple tout de suite après. Par rapport à ça, il faut faire hyper attention à tout ce que vous pouvez voir dans vos mails et dans les réseaux sociaux. Il faut faire attention aux pièces jointes et aux liens. On clique pas on clique pas sur n'importe quel lien, on clique pas sur n'importe quelle pièce jointe. Alors je vais pas dire que si on connaît bien la source, on peut le faire. Attention, parce qu'il y en a qui vont pirater et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a des choses à faire. Et puis surtout, par rapport aux pièces jointes et aux liens, il y a un risque de ransomware élevé. Le ransomware, c'est un virus qui arrive, euh, qui crypte toutes vos données. Alors ça peut s'arrêter à votre PC, mais ça peut être sur tout le réseau de l'entreprise, tous les fichiers de l'entreprise. Et là, vous avez un gros message disant si vous voulez récupérer vos données, vous nous devez X euros. Alors ce X euros va dépendre un peu de la taille d'entreprise, parce que ça, ils vont, comme je dis, l'objectif c'est que les gens payent. Donc il ne va pas y avoir des sommes énormes pour l'entreprise, mais il faut que les gens payent. Donc ils vont les capter comme ça. Là, voilà, c'est pareil, c'est est-ce que je paye ou est-ce que je ne paye pas. Et ce côté-là de ransomware, il ne faut pas payer, déjà d'une part, parce que vous n'êtes pas sûr. Enfin, normalement, le pirate devrait vous rendre la clé de décryptage. Parce que l'objectif du pirate, c'est de continuer à gagner de l'argent. Donc, si il ne rentre pas cette clé de décryptage, les gens, après, au bout d'un moment, ils vont dire, écoutez, si ça paye pas, s'il ne rentre pas la clé de décryptage quand je paye, autant plus du tout payer. Donc, ça veut dire qu'il y en a toujours qui payent dans ce cas-là. Il n'y a pas de ce côté-là, il ne faut pas payer, il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas payer, il faut signaler toujours à la gendarmerie.
Donc, il y aura un dépôt de plainte à faire pour la partie ransomware. Et puis surtout, il y aura des règles de base à avoir pour éviter ces problématiques-là. On les reverra après. Et il faut ne communiquer aucune information confidentielle demandée par une personne non identifiée. Il faut savoir que ces choses-là arrivent. J'ai eu un exemple à un de mes clients stéphanois, en plus une belle entreprise stéphanoise, qui se fait payer, envoie ses produits quand son client a payé. Donc quand son client a payé. Donc là, il envoie un mail à son client en disant c'est bon, la commande est prête, payez et on vous expédiera quand vous aurez payé. OK, donc je crois 5 minutes après, son client reçoit un autre mail disant votre notre RIB a changé. Veuillez faire le virement à ce RIB-là. Donc, OK, il prend en compte, il fait le virement. Il fait le virement 2 semaines, 3 semaines après, le client rappelle mon client. Écoutez, je n'ai pas reçu la commande, pourtant je vous ai bien payé. Ah non, vous ne nous avez jamais payé. En fait, il s'est révélé qu'il y a eu, lui, il était surveillé, il y a eu un message qui est arrivé, voilà, ils ont réussi tout de suite à capter ce message-là et à reprendre l'adresse mail, enfin un semblant d'adresse mail et à mettre un faux RIB dedans. Donc ça, c'est un peu contraignant. Il aurait pu le détecter. Parce que j'ai vu le mail. Le nom de domaine n'était pas tout à fait pareil. Donc, le arrobase derrière.com, c'était pas tout à fait pareil à une lettre près, je crois. Au lieu que ça soit un I, c'est un Y ou vice-versa, je ne sais plus. À une lettre près, donc il n'a pas fait gaffe. Ensuite, le RIB, pour une entreprise française, c'était en Angleterre. Voilà, donc il y avait plein de signes comme ça. Donc, faites bien attention, surtout les services comptables doivent être hyper sensibilisés à ça. S'il y a un changement de RIB qu'ils doivent payer, renseignez-vous, rappelez la personne en disant oui, j'ai bien reçu votre RIB, vous me le confirmez, oui ou non. Voilà. Donc, c'est des choses un petit peu embêtantes. Donc, je vois que Marilyn a dit qu'il y a eu 2 fois avec 2 de leurs clients. Donc, ouais, c'est assez. Ouais. Ça arrive, hein, ça, c'est des choses malheureusement que je vois souvent chez mes clients. Donc voilà. La dernière chose, c'est arrivé, ça a été annoncé le 26 mai, sur le Progrès. Le Family Cinéma avait été victime d'une arnaque sur Facebook. Une fausse page Facebook a été créée sur Facebook pour le Family Cinéma et il y avait un jeu concours pour leur anniversaire et à la fin, ça demandait la carte bancaire aux internautes. Donc ça, voilà, c'est arrivé près de chez nous. Près de chez nous, il y a eu le Family Cinéma a eu notre page. Ils ont créé un jeu. Ce jeu-là permettait de faire gagner, donc à attirer. Et derrière, ça a permis de. Au revoir, Nicolas, donc il doit nous quitter. Ça a permis de récupérer de l'argent, des données, de l'argent. Voilà. En plus, ça tombait bien. Enfin, le Family Cinéma envisageait demain, enfin plus tard, de fêter les 60 ans du cinéma. Donc, ça a été reporté, etc. Donc, tout était bien fait, tout était bien pour que l'arnaque fonctionne. Il n'a pas été dit, je crois, si ça avait bien marché ou pas. Mais voilà, donc après, il y avait quelques indices là, pour les gens qui viennent cliquer. Quelle est la date de création ou le nombre de j'aime sur la page pour vérifier l'authenticité. Donc voilà. Donc voilà quelques exemples, on va dire, un petit peu près de chez nous, ce qui a peu arrivé dans la partie Covid. Donc ça, j'en avais pas mal, pardon, c'est dans l'autre sens. Donc voilà un petit peu les. Alors là, je change en même temps parce que je viens de me rendre compte que j'avais un problème de. Donc voilà. Maintenant, une petite question. Quelle est la principale menace en cybersécurité? Je vous laisse me répondre dans la conversation. J'ai ma petite idée, moi, déjà. Hein? J'ai ma petite idée. Ouais.
Donc l'utilisateur, la vente des données. J'aurais dit l'humain, moi, effectivement. Hein? J'aurais dit l'humain comme principale menace. Oui. Ouais, la principale menace, mince, ça n'a pas fait comme je voulais. La principale menace, c'est l'utilisateur. C'est vous, c'est l'utilisateur. 80% des problèmes informatiques se situent entre la chaise et l'écran. C'est pour ça que vous le verrez dans la suite, beaucoup de choses sont axées sur l'utilisateur, sur l'humain. Je me fais pas forcément d'amis. Je me fais pas forcément d'amis dans le monde de revente de matériel de sécurité. Il y a des basiques pour moi, c'est sûr qu'il y a des basiques, mais des utilisateurs très bien formés, ça peut résoudre beaucoup de problèmes et éviter de faire, de mettre des systèmes qui de toute façon seront contournés à un moment ou à un autre. Parce que le principe de l'utilisateur, c'est de contourner tout ce qu'il peut et de lui faciliter, qu'il se facilite son travail. Dans ma vie de tous les jours, quand j'étais DSI d'une grosse administration, quand j'étais consultant ou maintenant, c'est toujours pareil. Je vois que l'utilisateur, de toute façon, il essaye toujours de trouver un moyen de contourner et de faire les choses, un petit peu différemment. Voilà, on veut à un moment on bloquait beaucoup les ports USB sur les PC. Ouais, mais après, au bout d'un moment, il fallait mettre les claviers étaient sur l'USB. Donc, l'utilisateur, pour aller mettre sa clé USB, il enlevait le clavier et il mettait la clé USB dedans. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, c'était au départ, mais maintenant, c'est pareil, quoi. S'il a envie, s'il n'arrive pas à collaborer efficacement, parce que l'entreprise ne met pas les outils, il va aller se mettre un bon Google Drive ou un bon Dropbox en version gratuite avec son adresse perso. Et donc là, l'entreprise perd l'ensemble de ses données, pas l'ensemble de ses données, mais perd le traçage de ces données, et, elles sont éparpillées dans la nature. Parce que les versions gratuites de Dropbox, Google Drive, les choses comme ça, il faut y faire assez attention et laisser les conditions générales d'utilisation sont pas très nettes et vous savez pas trop à qui ça appartient, à qui appartiennent les données. Donc voilà, il faut y faire attention. Maintenant, on va voir le côté recommandation de sécurité pour les entreprises qui veulent lancer le télétravail, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ces règles sont pour tout le temps. Enfin, voilà, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de négociation à avoir, c'est des règles tout le temps. C'est pas parce que vous êtes en télétravail que ça aurait dû changer. Ça aurait été des choses qui auraient dû être prêtes avant. Et ça, c'est aux dirigeants. Il faut le porter auprès des dirigeants, il faut le vendre auprès des dirigeants. Il faut leur montrer ce que disait tout à l'heure, je ne m'en rappelle plus qui sur la partie gestion des risques. Il faut leur montrer qu'attention, peut-être que ça va vous coûter tant, mais par contre, ça va vous éviter de perdre. Souvent, moi, les dirigeants m'ont dit ouais, mais la sécurité informatique, ça coûte cher et ça me rapporte rien. Je leur réponds oui, mais ça vous empêche de perdre beaucoup. Donc, j'essaie de leur montrer qu'une perte d'activité suite à un ransomware, ça va leur couper leur activité pendant une journée, 2 journées, etc. Donc, je dis, faites le calcul du nombre d'utilisateurs que vous allez avoir au chômage technique parce qu'ils n'auront pas l'informatique et du nombre est-ce que vous perdez en termes de chiffre d'affaires. Et là, tout de suite, le calcul se fait et il va en comparaison le coût et ce que ça va lui apporter. Donc, pour moi, quand on sécurise les données, on va équiper les collaborateurs de moyens maîtrisés, c'est-à-dire on va leur fournir un PC, on va leur fournir PC portable, fixe, smartphone, tablette, peu importe ce que vous leur fournissez. Mais ça, il faut les maîtriser. Il faut que vous soyez maître de vos équipements pour que s'ils doivent partir dans la nature en termes de télétravail, vous soyez serein et qu'ils y travaillent dessus. Il va falloir aussi filtrer et cloisonner vos accès à l'extérieur. Donc, mettre en place des choses, des pare-feux, des choses comme ça. Des pare-feux, des bonnes connexions pour que les gens, vous soyez sûr qu'il n'y ait pas de fuite de données. Et derrière aussi, il va falloir mettre un VPN en place, donc, pour ce qui va permettre de sécuriser vos accès extérieurs. Un VPN professionnel. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des VPN qui sont gratuits.
Mais on n'oublie pas le célèbre adage qui dit si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est exactement le cas pour tout, quoi. Enfin, voilà, c'est exactement le cas pour tout. Euh, c'est comme Facebook, hein. Facebook, c'est gratuit, donc forcément, vous avez accepté les conditions générales d'utilisation. Donc, ils font ce qu'ils veulent de vos données, hein. Enfin, voilà, ils vous proposent un service gratuit. Après, derrière, il y a du donnant-donnant. Donc, c'est pareil pour toutes les choses. Vous avez le cas aussi sur Avast. Avast a été l'antivirus, un antivirus gratuit, revend ses données à d'autres entreprises. Voilà, mais c'est pareil, c'est gratuit. Donc, il faut qu'ils trouvent un moyen de se rémunérer. Euh, il va falloir derrière renforcer votre politique de mot de passe. C'est-à-dire, les gens, il va falloir leur obliger à mettre des mots de passe d'une certaine longueur, d'une certaine complexité. Il va falloir leur montrer comment ils peuvent construire des mots de passe. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Il va falloir avoir aussi une politique stricte de déploiement de mise à jour de sécurité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des mises à jour de sécurité qui passent sur Microsoft très très régulièrement, au minimum une fois par mois, où il y a au minimum une fois par mois, mais tous les jeudis, vous avez toutes les mises à jour de Windows à passer. Donc il va falloir que les gens mettent à jour leur PC. Vous, si vous êtes administrateur système, vous devez mettre à jour aussi vos vos serveurs, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Il faut avoir une vraie veille là-dessus pour éviter d'avoir des failles de sécurité qui soient mises, qui soient ouvertes alors que vous avez une mise à jour qui est dispo. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'il y a eu des attaques il y a quelques années déjà où c'était un gros ransomware où en fait ils ont exploité une faille de Microsoft qui avait normalement déjà été comblée par une mise à jour. Sauf que les entreprises ne l'avaient pas mis à jour et donc ils ont quand même exploité cette faille. Et alors attention, ça a été très médiatisé parce que ça a touché Saint-Gobain, ça a touché Renault et puis d'autres grandes entreprises, mais aussi d'autres petites entreprises. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour vous, si vous êtes administrateur, si vous êtes dirigeant, que vous soyez sûr que vos mises à jour de sécurité soient passées. Il me semble qu'il y avait, il y avait Philippe de Proxival qui est avec nous. Euh, voilà, je sais que c'est des choses qui, eux, surveillent aussi chez leurs clients. Donc, c'est une obligation pour moi. Il faut les passer, il faut les faire. Alors après, il y a peut-être des contraintes de production parce que si vous passez cette mise à jour-là, ça va empêcher de faire fonctionner votre outil métier. Ça, il faut y faire attention. Voilà. Puis Windows 7 n'est plus maintenu, il faut aussi passer sur Windows 10. Alors je ne parle pas de Windows XP, mais c'est pareil. Donc voilà. Il faut durcir les sauvegardes de données. Alors avant de les durcir, il faut en avoir. Parce que si vous n'en avez pas, c'est sûr que si un jour vous avez un ransomware, plus moyen de reconstruire les données. Hein. Donc pour moi, les sauvegardes sont hyper importantes. C'est ce qui va vous permettre de redémarrer, c'est ce qui va vous permettre de repartir en cas de coup dur. Donc il va falloir trouver le bon moyen de sauvegarde. Des fois, ça peut être juste le disque dur simplifié ou alors d'autres choses. Enfin, il existe quelques solutions. Ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner par les bonnes personnes parce que vous pourrez être bien conseillé, vous pourrez être bien accompagné, mais ça, si vous avez peut-être une chose à faire qui est hyper importante, c'est ça, c'est vos sauvegardes. Parce que le ransomware va pouvoir crypter. Moi, chez tous mes clients où j'ai eu un ransomware, j'en ai pu sauvegarder, restaurer les données. Voilà, on a eu une coupure entre une demi-journée, une journée ou 2 jours pour certains, parce que le temps qu'on restaure, des fois, il y a eu tellement de données de cryptées qu'il a fallu tout restaurer. Donc voilà. Et il ne faut pas oublier, dans les sauvegardes, il faut externaliser. Il ne faut pas les laisser que chez vous, il faut les mettre ailleurs, alors que ça soit de manière comment on va dire, manuelle ou de manière automatique. Voilà. Il existe des solutions et franchement, le coût par rapport à ce que ça peut vous éviter de perdre, je pense que ça en vaut la chandelle. Il va falloir former vos équipes. Alors là, pour moi, c'est le point primordial. Vous pouvez les sensibiliser, surtout pendant cette période, mais tout le temps. Il existe des outils sur un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr.
cybermalveillance.gouv.fr. Et cet outil, il existe plein de petits outils, des vidéos, des plaquettes sur différents thèmes. Voilà, ça c'est des choses qui sont pour moi une source d'information et qui sont faciles à déployer chez chacun, quoi. Des fois, mettre une petite affiche à un endroit, la changer de temps en temps, voilà, faire diffuser cette vidéo, parler un peu de l'actualité aussi pour dire attention, en ce moment, il y a ce type d'attaque. Faites attention. Donc voilà, cybermalveillance, c'est plutôt très bien fait. Il a été refait il n'y a pas très très longtemps en plus, le site. Il est plutôt très accessible. Et puis en plus, ça référence un petit peu tous les acteurs du numérique. Donc, vous pouvez un peu tout trouver, mais voilà, vous pouvez un petit peu tout trouver et c'est plutôt assez intéressant à faire. Vous avez aussi une entreprise française qui propose pour l'instant, je ne sais plus, il me semble que c'est encore le cas, des formations, des contenus gratuits et innovants pour la partie cybersécurité. C'est un adhérent de la Digital League qui s'appelle Woonos et qui propose ça à tous leurs clients, enfin à tous ceux qui veulent. Voilà, c'est gratuit. Je pense la seule contrainte, c'est que derrière, après, vous allez être appelé pour qu'ils vous proposent la partie commerciale. Pour info, cette entreprise-là, c'est ceux en ce moment qui sont en train de proposer gratuitement à tous les salariés de France, enfin à tous les enfants des salariés de France, le projet Voltaire. Voilà, donc pour vous former au projet Voltaire. Je vois que Philippe aussi a mis une autre source qui est ce secnumacademy.gouv.fr, qui est le MOOC de l'Agence nationale sur la partie cybersécurité. Donc qui est qui est assez accessible, qui pour moi est plutôt intéressant pour d'une part du personnel informatique qui n'est pas très ouvert, enfin, qui n'est pas très à jour sur la partie cybersécurité, mais il est vraiment, vraiment super bien fait, quoi. Je l'ai fait, il est vraiment, vraiment bien fait. Je vous le conseille, fortement. Donc voilà, et j'avais pas vu que Philippe m'avait parlé de la règle des 3-2-1 de la sauvegarde. C'est quelque chose qu'on parle beaucoup dans notre langage informatique, c'est avoir 3 copies de vos données au moins. Donc c'est-à-dire vous pouvez remonter jusqu'à 3 copies, pardon. Vous devez stocker sur 2 supports différents et conserver une copie de la sauvegarde hors site. Après, je ne connais pas la suite. Je connais pas la suite, mais voilà, c'est ça nos règles. Vous devez avoir 3 copies sur 2 médias différents. J'étais avancé un peu trop. Sur 2 médias différents et avec une copie hors site. D'autres conseils, pensez à adapter vos contrats d'assurance hors site et déconnecté à restauration validée. Merci Philippe. Pensez à faire adapter vos contrats d'assurance afin de couvrir les risques physiques et le matériel mis à disposition des télétravailleurs et aussi prévoir une assurance cybersécurité. C'était hyper important au moment de la mise en place du télétravail, mais c'est pareil, valable tout le temps. Il faut bien faire attention, c'est que dès que les gens amènent leur PC chez eux, il faut que ça soit couvert. Faut que ça soit couvert par vos contrats d'assurance, mais aussi il faut que vous ayez une assurance cybersécurité. Pour moi, je pense que maintenant, ça devient quasiment indispensable d'avoir une assurance cybersécurité. Et puis, il va y avoir un petit peu encore, toujours dans le côté un petit peu juridique, rédiger une charte d'utilisation du matériel informatique, d'Internet et des réseaux sociaux en l'adaptant aux conditions particulières imposées par le télétravail. On nous a demandé, vous savez, de mettre à jour notre document unique des risques. On nous demande de mettre à jour des choses, mais c'est pareil en informatique. Il y a vos contrats d'assurance et il y a vos chartes. Alors, elle doit être complétée si elle existe. Elle doit être rédigée elle doit être rédigée si elle n'existe pas. Et surtout, pour moi, elle doit être validée juridiquement. Attention, il y a quand même des règles assez précises aussi. Si vous avez un CSE, si vous avez un CSE, vous avez des règles très, très précises à respecter de consultation du CSE. Après, ça doit être envoyé au tribunal de greffe. Voilà, j'ai plus les trucs en tête, mais je les ai en note si ça vous intéresse. Mais voilà, il y a des choses bien précises. Et puis, pour que ça soit valide, il faut que ce charte soit, il y a 2 cas, il faut qu'elle soit annexée au contrat de travail, donc ce qui demande aux gens
de revalider le contrat de travail, soit annexé au règlement intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est pareil, c'est hyper important. On n'est pas, vous avez vu, on n'est pas que sur du technique. Il y a de la formation du côté RH, il y a du juridique, il y a de l'assurance et il y a du technique, voilà, il y a de l'organisation, etc., etc. Sur la partie aussi sauvegarde, mise à jour, c'est bien de les faire, mais il faut surtout suivre. Suivre une sauvegarde qui s'est bien faite, suivre les mises à jour pour savoir si elles sont bien faites, parce que ça ne sert à rien si vous ne les suivez pas. Donc voilà, ça pour moi, c'est plutôt assez important. Maintenant, on va passer côté télétravailleurs et côté les salariés. Alors, je pose la question à vous, mais que ce soit vous ou vos salariés ou vos collaborateurs, quand ils sont chez eux, qu'est-ce qu'ils utilisent? Plutôt leur matériel pro ou plutôt un matériel perso? Ça, je vous pose la question. Ça me permet pendant ce temps de m'hydrater. Dans l'onglet Converser. Ah, les deux. Pour ceux qui m'ont mis les deux, est-ce que vous pouvez me mettre pourquoi les deux, si c'est possible? Ok. Donc ça veut dire, Laetitia, c'est que vous avez un PC fixe que vous avez amené de votre entreprise, c'est ça? Non, c'est un PC portable. Merci. D'accord, ok. Ok. Très bien. Très bien. Merci à vous. La petite. Je crois qu'il n'y a que nous qui le voyons, Mickaël, en plus. Ce que vient de mettre Bérangère, c'est ça? Je verrai le message juste après. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Bérangère. Ouais, c'était bien placé, hein, c'était bien placé. Voilà. Alors, si vous utilisez, est-ce que j'ai été trop vite? Non, c'est bon. Si vous utilisez un matériel professionnel, donc déjà, pour moi, il est impératif de ne l'utiliser que pour vos tâches professionnelles, de ne pas du tout l'utiliser pour des tâches personnelles, et notamment ne pas consulter ses mails perso dessus. Donc, on va dire que c'est des règles qu'on va imposer, mais après, on va accepter, de petits écarts. On va accepter de petits écarts. Parce que, en fait, ce qui va se passer, enfin, je vais continuer puis j'expliquerai, il ne faut pas installer d'application supplémentaire si vous en avez la permission, parce que moi, chez certains de mes clients, l'utilisateur n'est pas administrateur de son poste de travail, donc il ne peut rien installer. S'il veut l'installer, il fait la demande. Comme ça nous évite d'avoir des outils qu'on ne désire pas, qui peuvent ouvrir des brèches ou des choses comme ça. Ne pas altérer sa configuration, c'est-à-dire le pare-feu, l'antivirus, ce qu'on appelle le proxy, le VPN, etc. Et ne pas utiliser votre matériel personnel pour vos tâches professionnelles, même si vous le faisiez avant. Pour moi, il faut bien différencier ça. Alors, il y a différentes raisons. Il y a la raison sécurité pure avec un virus qui peut arriver de vos messages perso, de PC que vous allez faire, enfin voilà, et qui va infecter toute l'entreprise. Et il y a l'autre côté aussi, c'est-à-dire ce que j'ai vu moi chez des clients, c'est qu'on a eu la saturation du réseau chez l'entreprise, qu'on vient toujours se connecter dans l'entreprise, même en télétravail avec le VPN, parce que les gens, pendant qu'ils étaient connectés à un VPN, ils continuaient de regarder Netflix, ils continuaient de mettre du Deezer, ils continuaient de mettre du YouTube, etc., alors qu'ils étaient en VPN. Donc, il faut savoir, quand vous êtes en VPN, vous passez par l'entreprise, en fait. Donc voilà, et si tout le monde fait ça, derrière, le réseau va être saturé. Donc moi, j'ai vu beaucoup de choses comme ça, donc il faut bien différencier ce qui est pro et perso, vos tâches pro et perso. Vous n'êtes pas obligé de mettre le VPN quand vous êtes en train de regarder Netflix. Voilà. Donc, puis bon, normalement, vous n'êtes pas trop tendance à regarder Netflix pendant votre travail. Hein? Le mélange des deux, c'est pas très bon ménage. Oui, et puis bon, normalement, vous êtes en train de télétravailler, donc de travailler. Voilà. Donc pour moi, c'est quand même assez important ça. Si vous utilisez votre matériel personnel, il faut vérifier que tous vos logiciels sont à jour, et en particulier votre client messagerie, que ce soit Outlook, Thunderbird, peu importe celui que vous utilisez, votre navigateur web, Firefox, Chrome,
Safari si vous utilisez du Mac. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et vos solutions de sécurité aussi soient à jour. Il faut que votre système d'exploitation soit à jour. Moi, je demande à mes clients, oui, vous voulez utiliser votre matériel perso? C'est en Windows 7, je vous le déconseille. Windows 7 n'est plus maintenu depuis janvier. Voilà, toutes ces choses-là. Nous, on préconise aussi des extensions de blocage de publicité. Il faut bien séparer votre vie numérique aussi, professionnelle et privée. Voilà, il y a quelques petites choses pour bien vérifier que votre PC est bien à jour, que vous avez, que j'ai mis à côté, que vous avez bien votre antivirus. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des choses, nous, on a communiqué avec nos clients pour leur dire, OK, il n'y a pas de moyen de faire du télétravail autrement qu'en laissant les gens travailler de leur matériel perso, parce que tous vos outils sont sur le web, ou parce que vous avez un type de connexion en accès à distance qui vous permet juste à eux d'aller cliquer sur un bouton et d'avoir leur connexion dans leur connexion là-bas de chez vous grâce à votre VPN. Par contre, il faut qu'il y ait ces prérequis-là. S'il n'y a pas ces prérequis-là, on en discute et on voit et on fait de la gestion de risque. Donc pour moi, c'est assez important. Pour la connexion Internet, il faut relier votre PC en filaire dans la mesure du possible. Pourquoi? Parce que le Wi-Fi n'est pas forcément le plus sécurisé. On a des Wi-Fi perso qui sont des fois avec des mots de passe hyper simples, qui sont avec des protocoles de sécurité qui datent d'un certain temps. Voilà. Et puis au-delà, c'est quand même plus confortable en termes de connexion d'être en filaire que par rapport au Wi-Fi, surtout si votre connexion est faible. Il vaut mieux être relié directement, mais voilà. Par exemple, moi, je suis encore chez moi, je suis encore en télétravail. Je suis quand même en Wi-Fi, mais parce que j'ai de la fibre et j'ai un bon réseau Wi-Fi dans la maison. Je connais mon réseau Wi-Fi, enfin, je suis dans le métier, donc c'est facile de voir que mon réseau est plutôt bon. Voilà. Et puis, ce qui est arrivé aussi au moment du télétravail, c'est que vous vous retrouvez avec votre femme, vos enfants, votre femme qui télétravaille aussi, vous télétravaillez et chacun fait sa visio. Vos enfants, soit ils travaillent, soit ils sont sur Netflix, soit ils sont en train de faire des choses. Voilà. Donc les réseaux sont devenus saturés, donc ça permettait aussi, le Wi-Fi pouvait être saturé et au-delà de la connexion. Voilà. Donc, par contre, si vous êtes obligé d'utiliser le Wi-Fi, vérifiez que vous êtes bien en protocole WPA2 ou faites vérifier à vos salariés. Si votre mot de passe de Wi-Fi est court, changez-le pour un plus long. Choisissez des mots de passe d'au moins 12 caractères de type différents, majuscules, minuscules, etc., etc. Les mots de passe. Il faut utiliser des mots de passe complexes, au moins 12 caractères et 4 types différents, des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Qui n'ont rien à voir avec vous, même pour votre code de smartphone. Une fois, moi, ça c'est très mal. Enfin, on avait récupéré un téléphone chez un de mes clients, d'une personne qui était partie. La personne, impossible de la joindre, quoi que ce soit, le téléphone était verrouillé. Et on dit comment on fait pour le craquer, enfin voilà, comment on fait pour l'ouvrir, pour au moins le réinitialiser, parce qu'on a besoin de le réinitialiser. On a besoin de le réinitialiser. Donc, j'ai demandé l'adresse, la date de naissance de la personne. J'ai tapé la date de naissance. Le téléphone s'est ouvert comme par magie. Après, il y avait le code de la carte SIM. J'ai tapé 4-0. C'était bon. Donc, ça, voilà, c'est des choses, il faut le faire passer aux gens. Il faut leur expliquer ce qu'il faut faire, etc. Oui. Nickel. La star des mots de passe reste toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 aux dernières nouvelles? Oui, c'est ça. Le premier mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 2019, 2020, c'est pas sorti, mais 2019, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le deuxième, attention, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Après, vous avez AZERTY, QWERTY, Password. Voilà, dans les top 10, je me rappelle plus de. Voilà. Donc ça, il y a des moyens de pouvoir les forcer sur certains systèmes. Par contre, c'est à l'utilisateur de le faire. Et ce qui est important, c'est que c'est propre et unique pour chaque compte. Alors là, vous allez me dire, mais comment je vais faire? J'ai 50 mots de passe, etc. Utilisez des gestionnaires de mots de passe et surtout, n'allez pas l'écrire ou ne le notez pas. Enfin voilà, mais privilégiez des gestionnaires de mots de passe comme KeePass, donc un peu archaïque, un peu sur le PC, un peu compliqué, ou notre petit Frenchie qui est intervenu lors d'un dernier webinaire sur la partie cybersécurité, qui était à Rouen aussi avec moi à l'instant numérique pour parler de cybersécurité, qui est ZeniPass. Je crois qu'il y a sur le site de la Digital League, il y a le replay du webinaire où Arnaud Vétillard est intervenu. Je vous invite à y aller, je vous invite à utiliser. Il y a une version gratuite jusqu'à un certain point. Et même si vous devez payer la version payante, c'est 24 € à l'année. Voilà.
Moi, j'évite des outils comme Dashlane, comme LastPass ou des choses comme ça, parce que je suis pas très serein sur les conditions générales d'utilisation. Mais voilà, j'utilise Zenipass depuis maintenant 1 an. J'en suis plutôt satisfait. On va même le déployer chez des clients à grande échelle. Voilà, suite aux démos qu'on a fait avec Arnaud, on va le déployer chez des clients. Il y a un client qui a décidé d'en prendre un pro. Oui, Michael, j'ai vu, j'ai bientôt fini. Un pro à ses clients, un pro pour chaque employé et un perso qui sera offert à vie à tous ses salariés, même quand ils partiront de l'entreprise. On n'utilise pas des services de partage de fichiers privés externes comme Dropbox, Google Drive pour les fichiers sensibles. On ne communique pas des informations sensibles à vos collègues par échange de mails ou des chats sur des réseaux sociaux. Parce que j'ai vu des entreprises créer des groupes Facebook, créer des groupes WhatsApp, Donc non, on évite. Et on sauvegarde tous les jours les fichiers sur lesquels vous travaillez en local sur votre ordinateur, sur un disque dur externe, une clé USB ou un stockage cloud fourni par votre entreprise. C'est pareil, on ne va pas aller le mettre sur Dropbox, on ne va pas aller le mettre sur Google Drive, on ne va pas aller le mettre sur son OneDrive perso. Voilà. Donc pour moi, c'est à l'entreprise aussi après de proposer les bons outils. Voilà. Oui, Bérangère, exactement, je l'ai mis là. Je l'ai mis en bas. On évite d'échanger aussi via WeTransfer, même s'ils sont un peu plus conformes à RGPD. Il y a aussi du Frenchy à Lyon, adhérent Digital League, qui s'appelle Smatch. Donc, c'est fromsmatch.com. Enfin, je ne sais pas, Michael, je te laisse mettre le lien si tu peux. Ouais, donc voilà, mais il est gratuit aussi. Et vous n'avez pas de limite, il me semble, de taille. J'ai un doute, mais je crois qu'il n'y a pas de limite de taille dans ce que vous pouvez faire et ça marche comme WeTransfer. Ça marche exactement comme WeTransfer. Tu ne l'as mis qu'à nous, Mickaël. Okay. Voilà. Et puis, le plus important, c'est c'est de contacter immédiatement votre hiérarchie et votre support informatique à la moindre suspicion d'incident, de perte de données ou de propagation de virus dans le système d'information. Il me semble que dans les participants, il y a qui sont responsables informatiques, directeurs informatiques, voilà. Je pense qu'ils préfèrent le savoir, même si vous les dérangez et que c'est rien du tout. Voilà, ils préfèrent le savoir que la personne a cliqué et que ça soit trop tard. Voilà. En conclusion, parce que c'est 9h59, il faut savoir que 8 millions de Français ont basculé la totalité de leur activité en télétravail. Il y a des compromis qui ont été faits sur la sécurité. Les cyberattaquants ont vraiment compris ça. Il y a une étude qui a été faite par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense le 18 avril qui indique que ça pourrait être le Covid a fait du mal, mais qu'une cyberattaque pourrait faire beaucoup de mal à des entreprises et qu'il risque d'y avoir des choses il y a des entreprises, moi, j'étais pas très satisfait de ce que j'ai entendu. C'était pas forcément mes clients où j'ai eu des propositions aussi pour mettre mes clients en télétravail de prestataires informatiques où c'était limite quoi. C'était limite, c'est on ouvre tout et on verra après. Enfin voilà. Moi j'ai pris la décision. Enfin nous avons pris des fois chez nos clients pour éviter de tout ouvrir, de dire aux gens de partir avec leur PC sous le bras du bureau et aller s'installer chez eux. Pour nous, c'était le plus sécurisé parce que sinon, on ouvrait tout et c'était la porte ouverte à tout ce que vous voulez. On contrôlait plus rien. Donc ça, on a dit non. On a essayé de trouver des bonnes solutions. Donc voilà. Les recommandations, vous les connaissez. Au niveau de l'État, il y a eu une force de réaction cyber qui a été mise en place quand même. Ils ont beaucoup communiqué autour de tout ça. Il y a eu l'investissement dans la sécurité informatique des acteurs de santé pour travailler un petit peu avec le CHU, avec l'hôpital Nord. C'est vraiment le cas. Ils essayent de vraiment investir et d'avancer dans ce milieu-là. Il y a la campagne de cybermalveillance.fr. Il y a aussi diffuser des gestes barrières numériques parce qu'on est vraiment on a des gestes barrières au niveau de la santé, mais on a exactement les mêmes. On pourrait avoir exactement les mêmes au niveau de la partie cybersécurité. Il y a une chaîne de recueil et de traitement de plaintes en ligne parce que pour l'instant, il y en a un petit peu de partout, donc c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Voilà, donc l'État avance, ça c'est plutôt important. On a la chance, alors je ne sais pas s'il est toujours là, Mickaël,
Mais on a la chance d'avoir un député de la Loire, Jean-Michel, qui devait être là. Il est passé. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est passé. Qui est quand même hyper impliqué dans la partie cybersécurité au niveau de l'État. Donc, on a de la chance